Salut Guillaume, donc tu passes le premier sur ce podcast. Comment ça va? Ah, je suis le premier. Ouais, t'es Ah, le premier. Bah ça va très bien, merci. Même si j'utilise en fait, tu es le premier parce que tu nous fais l'honneur d'être le premier parce que tu es celui qui nous fournit le micro. C'est vrai, c'est pas faux. Tu l'avais acheté, tu me le prêtes, c'est gentil. Bah, avec Je l'ai déjà plaisir. utilisé, du coup j'ai déjà fait quelques tests, mais en solo, c'est pour ça que je dis que t'es le premier sur le podcast. Très bien. T'es un peu familier de Thinkerview, de ce genre de choses? Oui, j'ai pas écouté souvent Thinkerview, mais bah, j'écoute pas mal de podcasts ou des choses comme ça. Du coup, on va faire. Je veux dire on est les dignes héritiers de Thinkerview dans certaines choses. Je vais te demander de te présenter, en fait, tout simplement. Mais pas succinctement comme eux ils te demandent, parce qu'en gros, t'as le droit à 3 phrases. D'accord. Là, t'as le droit à 2 minutes, 3, 40 si tu veux. Ah, c'est compliqué ça. À toi de voir, tu te gères. Bon, alors je m'appelle Guillaume. En classique, je vais commencer par ma formation, ce que je fais dans le Vas-y, ouais. Donc j'ai fait des études de physique, en gros plutôt orientées fondamentales, c'est-à-dire tout ce qui est mécanique quantique, Ouais. physique des particules, ce genre de choses. Et j'ai fait un doctorat. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Voilà, Parce qu'on était c'est la plus ou moins dans le même labo. C'est là qu'on s'est connus. Orienté modélisation sur du vieillissement de matériaux, sur des nanosystèmes, Ouais. voilà, dans le domaine de la pyrotechnie. on va Ouais. dire. Et du coup, toi, t'es. Alors, si je me souviens bien, t'es du coin. T'es né plus ou moins. Alors pas du dans tout. Moi je suis né. Mes parents sont du coin, mais Ah, ok, c'est tes parents. en gros quand ils étaient plus jeunes, ils sont allés comme beaucoup de gens en région parisienne. Ouais. Donc moi je suis né à Cergy, dans le Val d'Oise, Ah, ok. Et tu as des origines pied noir, si je me souviens bien. du côté de mon père. Peut-être ton exactement. père, ouais. Ok, donc plutôt classe sociale, on va dire. Ouais, eux venaient les deux de familles vraiment pauvres, Ouais, et ils se sont élevés Ouais, comme par le pas mal travail, de gens, par voilà, la par le carrière. travail. Et donc moi je dirais plutôt que j'étais une famille moyenne, Ouais, classe moyenne plus, supérieure, quoi, classe moyenne CSP+, ce genre de choses. Voilà. Donc on est à peu près du même coin en fin de compte. Hein. Exactement. Mais donc quand me suis installé dans le sud avec eux, on a déménagé quand j'avais à peu près 10 ans à peu près. D'accord, ouais, donc ça fait quand même déjà un moment que t'es là, quoi. Donc Ok. ça fait une vingtaine d'années que je suis là. Ouais. J'ai Et été actuellement, tu es au chômage, c'est ça? Exactement. Faites des études. Faites des études, s'il vous plaît. Voilà, donc pour la petite vanne, c'est parce qu'on est tous les deux au chômage actuellement. Moi, j'ai soutenu il y a un mois et toi, tu soutiens dans un mois ta thèse. Exactement. Ouais, en fin d'études tous les deux. On va enfin pouvoir arrêter d'être sur des bancs, même si ça fait un moment qu'on a arrêté tous les deux. Yes, donc du coup, plutôt profil scientifique, on va dire. Oui, bah oui, Et, carrément profil et scientifique. oui. éduqué, ouais, voilà. On va Ça dire. veut pas dire que je m'intéresse qu'à la science. Non, mais, non, je me souviens de ta bibliothèque, t'inquiète pas, je mais, vois que tu t'intéresses pas qu'à ça. mais voilà. D'ailleurs, prépare-toi parce que, comme je disais, on est les dignes héritiers de Thinkerview, je vais te demander des conseils de lecture à la fin. Ah, très bien. Donc, commence à réfléchir au bouquin que tu voudrais conseiller. Du coup, comme on a 3, 4, 5 heures, je sais pas, quand est-ce qu'est le couvre-feu à 19h là, on va pouvoir balayer un sacré paquet de sujets. Je te propose qu'on balaye justement un paquet de sujets. On a un peu parlé d'écologie là avant de commencer Ouais. l'enregistrement, mais c'est parce que voilà, on a vite dérivé là-dessus. On va parler de politique, Covid, ce genre de choses aussi, je pense. Bien, parce oui, des que sujets c'est- actuels, quoi. Ouais, voilà, on va Ouais. faire un peu d'actualité. Du coup, je vais te demander de te poser aussi, de te définir un peu politiquement. Très bien. Qu'est-ce que tu. veux dire, comment est-ce que tu te définirais politiquement? Moi, je serais clairement orienté à droite, du coup. Ouais. Alors oui, effectivement. Selon un clivage gauche-droite traditionnel Non, ou, voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'on peut. Clivage gauche-droite, on peut comprendre différentes choses. C'est-à-dire Ouais. que tu peux avoir la gauche progressiste et la gauche tradie. Voilà, ouais. Et là, pareil, la droite. Donc celle qui dégénère et celle qui est la droite libérale et la droite, disons, plus identitaire. ou Réac, autre, quoi. conservateur, identitaire, ce genre de choses. Enfin, tout ça pouvant se mêler sans être non plus. Oui, évidemment. toujours Alors, attacher les uns aux autres. on va dire que c'est les gros blocs. Ouais, voilà, c'est ça. Je Donc plutôt de droite. Je serais plutôt orienté sur la ligne de De Gaulle, c'est-à-dire une droite, mais quand même avec une grosse partie sociale Ouais, intégrée ok. intégrée au lot. Donc, ouais, un digne français, donc on va dire, en fin Voilà. de compte. Je sais que beaucoup de gens se définissent comme ça, mais pour le coup, Bah, je pense que c'est vraiment- parce qu'il y a aussi un peu une remontée de ça aussi. C'est-à-dire que, comme on voit bien que de toute façon tout est en train de se détricoter, on revient à des symboles forts. Et on va dire le dernier grand homme de France politique. un peu connu Oui, de dans tout la le monde, mémoire c'est- des gens, c'est ça. Voilà, dans la mémoire des gens. Sachant que toi et moi, on vient d'une génération qui, du coup, a été beaucoup influencée par celle de nos parents, et celle de nos parents où De Gaulle était quand même sur toutes les bouches et dans toutes les bouches et sur toutes les langues. À la sortie de la guerre et Voilà, tous quand on les parle- événements des années 60. et Voilà, compagnie. exactement, l'Algérie, etc. C'est quand même des choses qui ont été marquantes politiquement, en tout cas dans l'univers commun français. Exactement.
Et mon père étant pied noir, effectivement, Voilà. vu qu'on n'a pas trop le même avis sur la question, c'est assez clivant à la Ouais, maison. c'est C'est ça. assez clivant d'en parler à la maison, quoi. Ouais, j'imagine. Ouais, moi, c'est sûr que c'est un problème que j'ai pas trop eu parce que la politique était assez simple en famille. C'était beaucoup du cliché. T'avais celui qui tapait sur tout le monde. Ah mon Dieu, c'était mieux avant. Ouais. Et t'as les jeunes qui disent non, quand même, arrête, papy, on fait des trucs bien. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas trop de problèmes comme ça parce que on va dire, les seuls sujets sur lesquels on aurait pu se cliver dans la famille, ils venaient pas à table, je pense, tout simplement parce qu'il y avait un très gros traumatisme là-dessus. C'était des guerres, mais c'était pas la guerre d'Algérie. Mhm. Chez nous, c'était plutôt la guerre du Tonkin, donc Indochine. Ah, oui, Parce que qui a été bien violente aussi. Voilà, Ouais. parce que mon grand-père y était. Et alors mon grand-père a fait aussi celle d'Algérie, je crois, mais pas toute. Enfin, pas tout le déroulé de la guerre d'Algérie, D'accord. parce qu'elle a quand même duré plus de 10 ans, je crois. Oui, elle a débuté fin des années 50, il me semble. Ouais, parce Enfin, que- au milieu. Parce que lui, il était para, mais il y a un moment où il a été déployé à plusieurs endroits. J'ai très peu d'informations sur ce qu'il a fait vraiment, même si j'ai ses médailles juste là. Parce que c'était un sujet dont on ne parlait pas. Ça peut souvent être le cas avec des guerres aussi traumatisantes. Voilà, que je pense que mon l'Indochine. grand-père était traumatisé. Mon père me l'a dit d'ailleurs. Il m'a dit le seul contexte dans lequel je l'ai vu complètement détendu, mon père, c'était avec ses copains de régiment. Voilà, donc ça pose le contexte. Oui, on peut concevoir que vivre ce genre de choses avec Voilà. des gens, ça soude assez bien. Bah, je ne sais même pas si ça soude, ça soude par le traumatisme en fait peut-être. Et aussi, c'est aussi les seules personnes qui peuvent vraiment comprendre ce que tu as vécu. Voilà, ouais, ouais. Du coup, donc plutôt gaulliste, donc plutôt sur une ligne gaulliste. Bon bah du coup j'imagine que tu as un avis assez clivant aussi sur les activités politiques du moment. Oui. Tu dois On peut avoir dire pas mal ça, de oui. choses à redire sur beaucoup de choses. Du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est on va essayer de on va essayer de te positionner en te faisant réagir à des faits d'actualité par ceux qui me viennent dans la tête. Ouais, Hein, c'est très pas bien. spécialement, on va dire, préparé, même si bon, j'ai- Au final, c'est sûrement la meilleure manière Voilà, c'est ça. de voir. Par exemple, il y a pas très longtemps, je me suis retapé un petit historique de l'affaire Zecler. Oui, Michel Zecler. Qui a pas mal agité les médias pendant un court instant quand même en fin de compte, parce que de toute façon de nos jours dans les médias tout est court. Qu'est-ce que tu te souviens de cette affaire et Alors, qu'est-ce que t'en penses je me en fin de souviens, compte j'ai vu, comme beaucoup de gens, j'ai vu la vidéo complète des caméras de surveillance. Donc qui pas étaient celle qui a qui été étaient dans remontée son par studio. Loopsider ou celle qui a été publiée par Loopsider justement. Je me souviens plus qui l'avait publié. Ok, non. Honnêtement, je l'ai vu sur les réseaux Ouais. sociaux, mais c'est tout. Mais t'as vu les 13 minutes du coup d'enregistrement? Ouais. Donc c'était pas celle qui était remontée justement donc. Non, j'ai vraiment regardé toute la série. En général, le problème, c'est qu'avec ce genre de vidéos très courtes ou montées, c'est souvent présenté de manière idéologique, donc on enlève le début ou la fin ou les passages qui... Ouais. Bah justement, tu vois, t'as eu un bon réflexe parce que moi, alors comme beaucoup de choses, le truc c'est que là, moi, c'est tombé c'est tombé dans un très mauvais timing pour que moi je m'y intéresse au moment parce que c'était le moment où j'étais en train de rédiger. Donc j'avais autre chose à faire que de me pencher sur une affaire, on va dire pas qui me concernait pas, mais qui était malheureusement devenue un peu, enfin je veux dire les affaires de violence policière de nos jours, on en entend parler tellement que c'est pas que ça défraie plus la chronique, mais ça défraie plus ma chronique en tout cas. Non, c'est devenu banal. Voilà, c'est presque devenu banal. Et du coup, moi j'avais vu que celle qui était remontée. Et donc toi, t'as vu celle qui était vraie. Oui. Enfin, voilà. Donc, bah vas-y, je te laisse continuer, c'est bien. T'as eu un bon réflexe, bravo. Donc, si je me souviens bien, c'était toute l'histoire, c'est ce monsieur donc qui est producteur de musique, c'est ça? Yes. Ouais. Se balader dans la rue, il s'est fait interpeller. Alors, la première chose qui a été dite dans les médias, c'est parce qu'il ne portait pas de masque. Ouais. Je pense que c'est vrai. C'est pas improbable. Non, je ne veux pas le blâmer pour ça d'ailleurs. Non, moi non plus. Et a priori, c'est aussi parce qu'il y aurait eu une odeur de cannabis venant de lui. Bon, comme on va dire beaucoup de gens, Malheureusement, il avait sûrement un peu d'herbe sur lui. Donc, Oui. voilà. Je pense qu'il a une voiture de police l'a interpellé, lui a dit de s'arrêter ou autre. Seulement, je pense que ce monsieur connaît à peu près la loi, donc il a voulu rentrer chez lui avant d'être contrôlé. C'est-à-dire qu'en effet, il y a une zone de flou sur mais quel a été l'enchaînement mais on n'a avant pas qu'il vu, rentre. on n'a pas. Parce que nous, en fait, des vidéos, donc. les images qu'on a tous, c'est à partir du moment où ils sont dans le studio. Voilà. On ne sait pas comment ça s'est passé avant. Exactement. Et là, c'est parole contre parole, en effet. Parce que, Tout à fait. Donc, je ne vais pas trop me prononcer là-dessus. Non, ouais. Restons sur les faits, c'est-à-dire que ce monsieur donc est rentré chez lui Ouais. et a fermé la porte, il me semble. Il a essayé, mais il n'a pas réussi, justement. Ouais.
Et alors là, pour le coup, je pense pas que ce soit très légal de la part de la police de forcer l'entrée d'un domicile sans Bah mandat, ouais. mais on peut toujours parler de suspicion, de choses comme ça, mais Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte. En effet, si en fait, à partir du moment où la porte est ouverte, on pourrait considérer qu'il y a une invitation à rentrer. Ce qui n'est pas nécessairement vrai quand tu sais que tu es en train d'interpeller quelqu'un, on est d'accord. Le fait est quand même que il y a beaucoup de gens qui invoquent aussi le fait que ce studio-là ne ressemblait pas à un studio. Donc on avait l'impression que c'était un endroit qui recevait du public, quoi, que c'était pas chez lui. Ce qui est un argument, ma foi, défendable, hein, je pense, pour des policiers. Ils sont pas toujours, surtout s'ils sont en train d'interpeller quelqu'un, ils sont pas toujours très connectés sur. Est-ce qu'ils savaient que c'était un studio? Voilà, en fait, c'était ça le problème. Et apparemment, donc du coup, on va rebondir là-dessus aussi. Donc le traitement des médias a été en faveur de Michel Zecler, hein, je veux dire, on l'a tous vu. Moi, je me suis pas penché plus que ça sur le moment. Je me suis dit, bon, bah, si c'est une affaire, il va falloir que ce soit traité par la justice. Parce qu'au-delà de la simple affaire de la violence policière, c'est surtout parce que ça met. C'était une affaire vraiment typique de ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire Voilà, c'est ça, on a voulu y mettre le facteur racial, dans la droite et tout a été fait pour George le Floyd, récupéré par les Traoré ici en France. Et oui, c'est sûr qu'on est parti là-dessus. En fait, moi je pense que, bon, en effet, on n'a pas toute l'histoire parce que de toute façon, on n'a pas comment ça s'est passé au début. La vidéo de Loopsider, dont c'est ce qui s'est passé à l'intérieur, était remontée. Et je sais pas si tu as entendu parler d'un site qui s'appelle Touche pas à mon flic. Non. Non. Et ben en fait, c'est un policier qui publie des vidéos sur ce site-là, du coup, hein, où il met en avant. Alors, il a pas fait que ça enfin, il a pas fait ça que pour cette affaire-là, mais il en a fait pour d'autres. Et il a mis en avant justement des incohérences dans cette histoire. Et lui, il accuse carrément le journaliste responsable de l'enquête d'avoir menti, ou en tout cas déformé les faits. Et alors j'ai vu des gens qui avaient repris cette explication-là. Ouais. Oui. Et voilà. Donc du coup, je pense qu'en effet, c'est plus nuancé que ce qu'on a bien voulu nous mettre sous le nez dans les médias dans un premier temps. Moi, j'ai pas été quand même parfaitement convaincu par ces explications. Je pense. Ouais, alors après, je veux bien croire qu'on en a fait beaucoup trop. Mais les flics en ont fait beaucoup trop aussi. Parce que Michel Zecler, mais je pense que de l'autre côté, il y avait quand même des fautes des côtés des flics. Quoi. Oui, je pense qu'en effet, il y a des fautes des deux côtés parce que les flics qui balancent de toute façon, déjà, par exemple, la grenade de lancer une grenade, oui, à l'intérieur, c'est de la folie. C'est illégal. De toute façon, c'est encadré par le code de la police et par le code d'intervention, apparemment. Je ne serais pas capable de te citer l'article, mais il y a beaucoup de flics qui disent que de toute façon ça c'était pas normal. Pareil, je trouve un peu démesuré le fait qu'il y avait une quinzaine de flics à l'extérieur pour attraper un gars en fait. Oui, quelqu'un qui n'était pas visiblement dangereux non plus. Et puis qui n'était pas visiblement dangereux non plus, hein, comme on a pu le voir. Il n'a pas opposé une résistance extrêmement violente. Non, il a résisté passivement, ils appellent ça une rébellion dans la police, parce qu'en fait par exemple, à partir du moment où il était sorti, les flics lui disaient de se mettre à terre et il refusait de faire ça. Et ils appellent ça rébellion, du coup. Et donc dans ce cas-là, en effet, suivant le code d'intervention, ils ont le droit de procéder à, par exemple, un étranglement pour le mettre à terre, ce genre de choses. Bon là, ils ont choisi de ne pas le faire apparemment parce que comme il est un peu enveloppé, Michel Zecler, ça peut représenter un risque de décès. Oui. Donc du coup, ils sont formés à ça. C'était justement après l'affaire George Floyd. Voilà, en plus, juste après l'affaire George Floyd, ça aurait été de très mauvais ton. Je pense qu'aucun flic n'aurait voulu être impliqué dans un étranglement mortel quelques semaines après. Non, c'est sûr que ça aurait clairement pas été le bon choix. Mais bon, enfin là, donc du coup, de toute façon, il y a plusieurs zones d'ombre dont il faudrait que la lumière soit faite. Mais ouais, on est d'accord que c'était pas si biaisé. Alors après, je pense qu'en effet, il va falloir de toute façon, Michel Zecler, s'il n'avait pas eu, il y a un argument qui de toute façon, je pense, c'est vrai. S'il n'y avait pas eu les images de surveillance, Michel Zecler, il dormait en prison le soir même, quoi. Oui. Ah oui, parce que dans le rapport, ils ont quand même expliqué qu'il avait essayé de leur voler leur arme. Voilà, c'est ça. Ce qui est pas. Et là, ces tentatives de meurtre sur fonctionnaires de police, c'est quand même un autre niveau. Ouais, voilà. Donc il y a eu des faux en écriture en plus, hein, en tout cas présumé pour le moment, tant que ça n'a pas été désigné par la justice, on ne peut pas affirmer quelque chose, mais je pense que voilà, ce genre de situation où c'est parole contre parole, tu as 3 flics contre 1, donc en plus il avait un casier qu'ils ont exhumé. Enfin, un petit casier, apparemment, c'était pas non plus un casier de grand criminel, mais c'était suffisamment important pour faire pencher la balance dans sa défaveur. Ça aurait pu être gravissime comme erreur judiciaire. Oui, ça avait été... il aurait clairement pris une assez grosse peine de prison ferme. Oui, on a tous les deux. En tout cas, une peine de prison. Ouais, voilà, on a tous les deux un petit peu bossé là-dessus. Moi, pour l'avoir vécu aussi, voilà. C'est sûr que c'était pas
enfin, ça faisait clairement partie des possibilités. Tout autant que quand Michel Zecler dit si je vais à terre, je me relève pas. Dans le contexte actuel, je peux comprendre qu'il ait pensé ça, si c'était vraiment ce qu'il avait pensé. Je sais pas si il est en train On de n'est pas manipuler ou dans sa mais tête. Est-ce voilà. qu'il en joue? Est-ce qu'il il sait que c'était Ouais. sa meilleure ligne de défense, ou est-ce que c'était vraiment ce qu'il a ressenti sur ce moment-là? Je sais pas. Je veux dire, ça peut être les deux, de toute façon. Tu Donc, sais quoi, voir ces événements-là en vidéo, c'est une chose, le vivre en vrai, voir Voilà. trois policiers en tenue avec des touffas, en train de te hurler dessus, ça fait pas le même ouais, effet. non, ça fait clairement pas voilà. le même effet. Ouais. Donc voilà, donc du coup, c'est sûr que l'affaire des éclairs, bon bah du coup, on va dire plus gris que ce qu'on penserait. Oui, Mais des deux voilà. côtés, de toute façon. Vraiment, si on devait synthétiser ce qui en sort, Ouais. c'est exagération médiatique et évidemment une grosse volonté de vouloir introduire C'est-à-dire que le le racisme médias étaient là-dedans. biaisés, et si on veut un traitement un peu plus sérieux, il faut croiser, Mhm. je pense, l'expérience du mec qui fait touche pas à mon flic, et par exemple l'analyse qu'on a fait Noah Manoir, qui est un ancien syndicaliste policier de chez Vigie, qui est le seul syndicat de gauche Mhm. dans le corps policier. Et je pense que si tu croises ça, tu as déjà une idée un peu plus claire de ce qui pourrait être l'affaire. Tu n'auras aucune certitude de toute façon parce que personne n'en a. Hein. Mais voilà. Ok, bon bah du coup pour Michel Zecler, enfin pour l'affaire Zecler, c'est pas mal. Ah si, oui. S'il y a une bonne leçon à en tirer, c'est que si un jour vous avez affaire à la police pour une perquisition, quelque chose comme ça, ou dans la rue, n'hésitez pas à filmer, vous avez le droit, Ouais. même s'ils vous disent que vous n'avez pas le droit, vous avez le droit, Ouais. faites-le. Et il faut relever les matricules. Oui. Et souvent, beaucoup de policiers ne les portent pas, alors Voilà. que c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, On a mis en place ces matricules à la place des noms pour protéger, leur identité, mais si vous devez porter plainte, ce sera important. Ouais. C'est vrai que du coup, alors, tu vois, ça me fait rigoler, ça me fait repenser à autre chose. Est-ce que tu as vu cette vidéo sur YouTube où tu vois une enseignante noire, alors c'est aux États-Unis, hein, Oui. enseigner à une classe, alors je sais pas où ni de qui elle était composée, Oh, mais donc aux enseigner États-Unis, les premiers gestes Mhm. et les comportements à avoir en cas de contrôle avec la police. Non. Où elle leur fait répéter des phrases, toutes calibrées pour être pas agressives Mhm. et être le plus neutre possible de manière à ce que les jeunes n'aient pas de problème. Alors non, je l'ai pas vu, mais c'est pas une mauvaise idée. C'est Ouais. vrai que souvent beaucoup de confrontations ont lieu, j'ai l'impression, parce que beaucoup de jeunes, notamment qui sont contre Hollywood, n'ont pas ce réflexe-là et partent Ouais. directement dans une défiance. dans une défiance avec Ouais. un ton agressif et pas forcément les bons mots. Ouais. Et que tu peux dire exactement la même chose, tourner différemment, et ça peut désamorcer pas Voilà, mal de c'est choses. ça. Ouais, je pense qu'en effet, il y a. Alors, même si c'est un triste constat quand même de notre société, c'est-à-dire qu'en fait, on est quand même censé maintenant se préparer à notre confrontation avec les forces de l'ordre. C'est triste, c'est-à-dire mais qu'il y a on doit bien faire avec. Voilà, il y a une telle tension dans la société actuelle que je pense que c'est quelque chose de nécessaire. Et c'est nécessaire pour tout le monde en fait. C'est pas nécessaire juste pour. Non, Alors, dans le discours actuel, on dirait pour les Noirs aux États-Unis, oui, pour les racisés en parce France. que la plupart des gens bon. jusque-là s'imaginaient qu'ils n'auraient pas affaire à la police. Mais regarde aujourd'hui, contrôle, interdiction de sortir, tu peux être contrôlé pour mauvais port du masque, est-ce que c'est vraiment légal ou pas? Ouais, voilà. Est-ce que on ne sait pas comment la situation peut évoluer, je pense pas que ça va s'améliorer, ce genre de choses. Non, je pense pas non plus parce que le monde est en train de se complexifier tout en se contractant. Donc de toute façon, ça va être une tension croissante, hein, je veux dire. Ouais. C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de gens qui se tournent vers tout ce qui est survivalisme, qui commencent à penser des plans B parce que de société. Parce que c'est probablement dans la façon de penser occidentale, c'est probablement la façon la plus logique. C'est-à-dire que tu commences, on considère tout d'un point de vue individuel. Donc, d'autres peuples pourraient peut-être penser une réponse collective, autre chose, mais nous, on va tout de suite penser, merde, si ça se produit, est-ce que je suis capable de me débrouiller voilà, c'est ça. dans telle ou telle situation? Est-ce que je peux me protéger? Est-ce que je peux me nourrir? Ce genre de choses. C'est pas idiot. Non, c'est pas mais idiot. Mais il faut pas le pousser à l'extrême non plus, ou caricaturer en s'enfermant dans un bunker. Voilà, pousser à l'extrême, ça voudrait dire qu'en fait, on est tous en train de se construire une cabane dans les Pyrénées, donc on est tous dans les Pyrénées en fait. Donc c'est plus en fin de compte tout à fait du survivalisme. Mais c'est vrai que voilà, c'est une réflexion et une réponse, on va dire, individuelle qui n'est pas nécessairement débile. Hein. Je veux dire, savoir. Au final, oui. Savoir survivre à sa société, c'est une façon de prendre du recul aussi. Mais tu sais, ce qu'on appelle survivalisme, en fait, c'est large. Ça me fait assez amuser de voir des gens qui payent parfois des sommes importantes pour prendre des cours, des choses comme ça, alors qu'au final, c'est simplement vivre comme le faisaient nos grands-parents. Quoi. Ouais. Le survivalisme, c'est exactement ça. Il y a plusieurs stades de survivalisme. C'est vrai que le premier serait en effet juste de savoir revenir à un monde dans les années 30. Quoi. Du côté de ma mère, c'était ça, c'était la ferme, le fusil au-dessus de la cheminée. Voilà, oui, exactement. Mais moi, ça, voilà, c'était ma réalité aussi chez mes grands-parents. Alors le fusil était peut-être pas sous la cheminée, mais
C'était à peu près ça l'idée. Non, Hein. mais c'est la campagne, tout le monde. Oui, voilà, oui, bah, de toute façon, tous les deux, on est plus ou moins quand même attachés à la campagne. Oui. Moi, je suis devenu urbain, on va dire, et encore urbain, c'est un bien grand mot, mais avec mes études, en fait. Jusqu'à mes 19 ans, je vivais en race campagne. Alors oui, moi j'avais beaucoup de familles dans le sud, j'y allais régulièrement, Voilà. mais en fait, au final, moi c'est l'inverse. Toi, t'as vécu J'ai grandi en banlieue parisienne. Voilà, en banlieue parisienne, mais t'es quand même attaché à une certaine forme Que de j'ai pensée campagnarde. Oui, on va mais que dire. j'ai découvert quand Voilà. mes parents se sont installés, notamment dans le Lot. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, bah oui, mais c'est parce que c'est un attrait en fin de compte, la vie simple. La qualité de vie est, Ouais, et la qualité de pas vie, du tout ouais. la même. Mhm. Oui, bah oui, c'est pour ça d'ailleurs, je veux dire, tous les deux, on avait pas mal parlé de ce qui est port de couteau, est-ce que c'est autorisé ou pas, est-ce que Ouais. c'est non, en fait c'est toléré. Le problème, c'est qu'en France, dans le il y a contexte, beaucoup on va de dire. choses qui sont floues. Ouais, Il y a bah, beaucoup de choses qui sont laissées à l'interprétation mais c'est et de parce la que- police et du juge Ouais, voilà. qui... Bah, c'est-à-dire que oui, t'as Voilà. plusieurs filtres, t'as plusieurs étapes sur lesquelles ça peut bûcher, Mhm. comme ça peut ne pas bûcher d'ailleurs. Hein. Et en réalité, c'est vraiment plutôt la tête du client qui compte que Voilà, en fin l'inverse, de compte, ouais, il y a un peu de ça, c'est vrai que. Enfin, en tout cas, c'est l'effet que ça donne. On Mm. sait pas trop si nous c'est ça ou pas, mais du coup, oui, on en avait pas mal discuté aussi au niveau des armes à feu, le lobby de la chasse. Tu m'as expliqué Exactement. pourquoi est-ce que le lobby de la chasse est en fin de compte si puissant, aussi entendu par le gouvernement, alors qu'en fin de Oui. compte, moi j'ai pas l'impression, enfin j'avais pas l'impression. Ben, on peut le dire, il y a deux raisons du coup. Voilà, ouais, donc vas-y, je te laisse développer ça. Une des raisons les plus évidentes et les plus basiques, mais qui n'est pas la seule, c'est évidemment on a la population de chasseurs la plus nombreuse en Europe. C'est-à-dire qu'on Ouais. a en France, officiellement, je parle même pas des gens qui le sont plus ou qui ont des armes pas déclarées ou autres, Ouais. on a 1 200 000 chasseurs, Ouais. plus 200 000 tireurs sportifs. Bon. Qui ont en moyenne 5 armes chacun, je crois, c'est ça. Mais, faudrait que je retrouve les chiffres, mais en général, un chasseur a plusieurs armes. Oui. Ouais, voilà. Il y a toujours une carabine, un fusil, un ou deux fusils, Ouais, ce genre de choses, plus les armes non déclarées, achetées avant 2009, Ouais. il n'y avait pas besoin de les déclarer. Avant donc, les voilà. lois, avant les lois qui ont. Donc, entériné ça. on peut estimer effectivement qu'il y aurait peut-être 10 millions d'armes France. de ce genre en France, et, enfin fonctionnelles, on va dire. Mhm. Donc effectivement, je pense qu'aucun gouvernement n'a envie de se mettre à dos une population dont un 10e suffirait à marcher sur Paris en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la première chose. Donc on les brosse dans le sens du poil en général et ils ont un poids important. Donc en fin de compte, c'est un lobby sans lettres. C'est un lobby sans lettres pour C'est ça. un lobby pour être. Ils veulent être tranquilles en fait. Mhm. Ils veulent juste qu'on leur foute la paix. Bah oui, oui, puisqu'il n'y a pas de revendication politique derrière. Voilà. C'est quand même un milieu très divers. Il y a des gens de gauche, de droite, Mm. de tous les milieux sociaux. Tu as des Ouais. chasseurs pauvres et des chasseurs très riches. Ouais. Donc c'est pas vraiment un ensemble cohérent. Ouais. Leur seul point commun, c'est qu'ils pratiquent la même activité. Voilà. Et voilà. Et ils veulent qu'on la laisse faire en fait. Ils veulent qu'on Oui, laisse faire. globalement, c'est ça. Mais ensuite, le poids qui est vraiment en fait probablement le plus important, ce qu'on m'a expliqué moi quand j'ai passé le permis de chasser, puisque je l'ai. Ouais, ok, ouais. Voilà, je chasse vraiment pas régulièrement, mais Mm. voilà. C'est que en réalité, la vraie raison pour la personne qui est donc le président de la fédération des Hautes-Garonne, Ouais. nous avait expliqué que en fait, énormément de gros contrats étaient signés dans des parties de chasse. C'est-à-dire Ah ouais. que par exemple, il y a aussi en Allemagne ou dans des pays comme ça, eux ne peuvent pas chasser comme ça, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ouais. Donc on en a beaucoup qui viennent ici et qui adorent faire ça, et c'est l'occasion on est parti de chasse privée, justement de négocier, et c'est là que se décident beaucoup de choses et où beaucoup de Ça a très une, très gros contrats sont signés. Ouais, ça a une importance en fin de compte. Voilà. Et juste cette petite partie des chasseurs-là Ouais. a un poids politique et économique tellement important Ouais. qu'ils ont les moyens d'avoir une grosse pression sur D'accord, ouais. les autres groupes à Je l'Assemblée. sais pas si c'est vérifiable parce que je pense pas qu'il y ait trop d'études ou de chiffres Ben, sur ce genre de je choses. pense mais- que c'est le groupe le plus sur le groupe qu'ils ont à l'Assemblée, il me semble que oui. Peut-être. Il me semble que ça doit être Faudrait aller vérifiable. vérifier. Mais donc du coup, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on soupçonne pas ça en fait. En fin de compte. Quand tu quelque parles de chose. chasseurs, je pense que la plupart des gens qui ont plus de 25 ans pensent aux chasseurs dans les inconnus. Mais c'est C'est la ce genre de caricature, et il faut être honnête, ça existe. Oui, voilà, ça, c'est ce ça genre de existe, choses qui il nous faut, viennent faut en savoir, ça a beaucoup évolué le milieu de la Voilà, chasse. ouais. Parce que- Mais la chasse, en effet, ça, on va dire avant le 18e, c'était pas du tout démocratique. C'était pas démocratisé plutôt, je veux dire. C'était les nobles. Oui, mais c'était Donc, il y a un privilège. Voilà, Et- c'était un très grand privilège. Il fallait avoir les armes, il fallait pouvoir les entretenir, les acheter, il fallait avoir les terrains. Et puis il fallait avoir le droit, en fait, tout simplement, parce que être pris sur les terres d'un noble en train de tuer une bête, c'était du braconnage à oui, l'époque. oui, c'était pas puni gentiment. Non, c'était un crime en fait. Donc c'est sûr que sur le principe, en fait, la chasse a hérité de ça historiquement. Enfin, en tout cas, une partie des chasseurs.
Et donc du coup, oui, c'est sûr que ça lui donne un poids politique qu'on soupçonne pas, puis qu'on n'imagine pas surtout. Non. Mais voilà. Après, pour cette évolution justement du chasseur des inconnus, il faut dire aussi que les conditions de formation et d'obtention n'étaient pas du tout les mêmes jusqu'à très récemment. Oui, Enfin, ça, récemment en tout cas. C'est devenu un peu plus sérieux maintenant. Jusque dans les années 70, il y avait besoin, je crois même pas qu'il y avait besoin de permis. Il fallait avoir 18 ans. Voilà, jusqu'en 95 peut-être, tu pouvais... il suffisait d'aller à la mairie et on te filait un permis comme ça sans aucune formalité. Et c'est vraiment dans les années 2000 qu'il y a eu, on a mis en place une formation et on s'est dit que ce serait peut-être bien que les gens en connaissent quelque chose à la chasse et au maniement des armes avant de les lâcher dans la nature. Quoi. Et oui, parce que on entend régulièrement parler, enfin en tout cas je sais pas si c'est trop vrai maintenant dans les médias parce que je m'en suis pas mal déconnecté. Même si je m'y reconnecte une fois ponctuellement de temps en temps, mais à l'époque où j'entendais beaucoup, je regardais un peu la télé avec mes parents, j'écoutais la radio dans les voitures quand on faisait des allers-retours, etc. J'entendais régulièrement parler de cas de chasseurs qui tiraient sur des cyclistes ou sur des chevaux, ou sur ce genre de choses. Oui, j'imagine que ça devait être encore pire avant. Non, mais moi, si tu veux, dans le village de mes parents, il y a un vieux groupe de chasseurs, donc justement c'est l'ancienne génération, qui sont de ce genre-là, hein, c'est-à-dire que très arrogants, monsieur, c'est tout ce que vous avez comme terre. Il y a quelqu'un leur a fait une critique, le jour d'après, il passait en voiture, ce monsieur s'est pris une giclée de chevrotine dans le pare-brise. Hein. Dans le pare-brise, donc il a eu des plombs. Ils faisaient des drive-by l'ancienne compagnie. Donc c'est... non, ça existe. Il faut être honnête, ça existe. Heureusement, la nouvelle génération n'est pas comme ça. Et tous les anciens non plus. Hein. Non, bien sûr. Il y a des cons partout. Oui, voilà. Mais il suffit d'un petit nombre de gens comme ça pour pourrir leur réputation. Ouais, c'est ça. C'est un peu le problème, c'est qu'en fait... Il y a des cons dans tous les groupes, de toute façon il y a des vers pourris dans tous les groupes, hein. Je veux dire, on n'arrive jamais, tu dépasses 10 personnes, de toute façon tu as toujours quelqu'un qui va faire tâche, au minimum qui va faire tâche, c'est pas nécessairement un gros problème, mais voilà. C'est sûr qu'après quand tu prends dans un groupe de gens armés, il suffit de 2 cons pour arriver à faire une tuerie de masse quoi, en Amérique, donc tu peux arriver à ce genre de choses, donc ça peut avoir des conséquences plus ou moins importantes suivant ce que tu considères. Bah, du coup, on va en parler du Covid un peu. Bah oui, là je pense qu'on est vraiment encore dedans. Hein. On est encore dedans, je pense qu'on est parti. Alors tiens, on est parti pour 10 ans maintenant. Ouais, première question, toi tu paries sur combien de temps il nous reste? Bah, c'est très difficile de dire combien de temps, c'est jusqu'à ce que les gens refusent tout simplement. Je pense qu'on commence déjà à voir. Ah, tu penses que toi c'est la limite populaire qui va arriver plus vite que le reste? Oui, je pense que ça les arrange et que tant qu'ils ont une excuse pour nous imposer des mesures restrictives, c'est du pain béni pour eux. Ah oui. Ah bah surtout qu'en plus, alors moi ça me fait rigoler parce que les gens disent oui, le Covid a été, théorie complotiste au dernier degré, hein. Le Covid a été libéré pile poil au bon moment pour que tous les puissants dans le monde puissent envoyer les gens se faire confiner et du coup ça les arrange bien. Oui, j'en doute. Moi je doute de ça. Alors moi je doute que l'éclatement de l'épidémie soit programmé ou quoi que ce soit. Par contre, il s'y préparait. Voilà, je pense qu'il y en a qui savaient quelles étaient les conduites à suivre. Ça a déjà été théorisé, il y avait eu des exercices aux États-Unis quelques années avant, typiquement pour ce genre de cas. Auquel Arnaud Montebourg avait assisté d'ailleurs. D'accord, je savais pas. Et il en parle dans une de ses dernières interviews où il faisait justement, il était en Amérique, je sais plus dans quel cadre, mais il a assisté à une simulation d'exercice de confinement dans le cadre d'une éclosion de coronavirus. Alors il parlait pas du coronavirus de chauve-souris, c'était le coronavirus de... Je sais plus, enfin d'autres choses, je crois, d'une autre souche, on va dire, mais c'était globalement la même chose. Et il disait qu'en fait, Arnaud Montebourg en déduit que lui, en fait, les gens savent déjà en fait ce qui vraiment pèse sur la population. C'est simplement quand on reprend les écrits ou les interviews de beaucoup de personnes qui se sont intéressées au sujet, notamment Bill Gates, en France Attali, il avait marqué ce genre de choses. Mais c'est normal parce que c'est un problème qui, quand on y réfléchit, quand on s'y est intéressé, en fait, est logique. Ça ne pouvait qu'arriver dans une société mondialisée où tout est ouvert et tout circule très vite. Et ce qu'on va te répondre à ça, c'est que c'était pas possible de prévoir. Par contre, c'était possible de se préparer. Oui, exactement. Il y en a qui sont préparés, mais oui, on pouvait pas prévoir que ça allait sauter en décembre 2019. Exactement. Mais on savait que la situation était de plus en plus tendue, de plus en plus à risque. Et ça m'étonnerait pas, par contre, que des gens aient effectivement anticipé les moyens de se servir de cette crise. C'est-à-dire qu'en gros, si ce genre de crise arrive dans un moment où c'est tendu, on peut profiter de ça. Moi je pense que je l'explique plus comme ça aussi. Pour moi, la théorie qui me semble la plus probable du Covid, c'est
c'est une négligence dans un labo chinois. Et Je voilà. pense que c'est une hypothèse qu'on pourra jamais écarter, mais qu'on pourra jamais vérifier de toute façon. Bah Puis de non. toute façon, ça fait pas beaucoup d'intérêt Non, maintenant. ça fait pas de différence pour nous. Donc c'est pas... On aurait eu une réponse uniformisée mondialement. On aurait pu se mettre à la recherche du patient zéro et trouver d'où est-ce que ça venait. Mais de toute façon, si c'était, on va dire, si c'était purement naturel, bah en fait, on serait arrivé à trouver la chauve-souris qui a mordu quelqu'un. Cool, merci. Tout ça pour ça. Si ça avait été en effet une négligence dans un labo chinois, Là, quelque chose comme ça, là, ça aurait pu ça avoir aurait des effets beaucoup plus importants. voilà, ça aurait eu des effets géopolitiques majeurs. vu ce qui Donc est- je pense qu'on n'y serait voilà. jamais arrivé en fait. Non. De toute façon, la recherche du patient zéro dans le contexte actuel n'aurait jamais rien donné. Le Ouais. seul intérêt, c'est d'appuyer les États-Unis dans leur conflit contre Voilà, la ouais. Chine, quoi. Dans Ça leur guerre aurait eu, froide, on va dire, contre la Chine. Exactement, oui. Alors c'est une guerre froide où Bon, on s'en Trump au micro parle au monde entier, j'appelle plus ça une guerre froide. C'est quand même une guerre très ouverte. on va mais, dire une guerre sans affrontement direct voilà, entre c'est deux une armées. guerre qui n'est pas armée, Voilà. déjà. C'est pas plus mal. Parce que de toute façon, les guerres armées de nos jours, on a trop à y perdre, je pense. Pour l'instant. Oui, voilà. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que comme on est dans un monde qui se complexifie et qui se contracte, Le il y a un monde, moment ou un autre, le monde la se balance, réarme massivement. voilà, donc, la c'est pas balance pour rien. bénéfice-risque d'une guerre va peut-être pencher à un moment Oui. dans la faveur de la guerre. Pour plusieurs raisons, mais oui. Et pour plusieurs raisons. Oui, bah, on parlait tout à l'heure avant De l'énergie. la commence de l'énergie. On s'est aperçu que Lehman Brothers c'était une crise énergétique en fait. Hein. C'était le résultat de, alors un petit peu décalé dans le temps, du passage du pic du pétrole. Donc en fait, on n'avait plus assez d'énergie pour renflouer la pyramide de Ponzi qui était en fait le système de Lehman Brothers. Donc on a eu une crise qui s'est transformée, enfin une crise purement financière qui s'est transformée en crise économique, en crise sociale, en crise politique, et puis on en est encore dedans. Certes. On a vu pareil dans les printemps arabes d'ailleurs. Les printemps arabes étaient prévisibles avec la contraction du prix du pétrole au jour le jour localement dans tous les pays. Mhm. Donc c'était ça qui était assez fou. C'est qu'en fait on se rend compte que ce qu'on voit derrière la guerre n'est jamais l'énergie, mais en fait c'est toujours là. Oui, mais c'est la base de tout presque. Ouais. C'est pas pour rien que qu'on fait des guerres pour aller chercher des ressources, du pétrole, des choses comme ça. C'est Exactement. que les gens ne se rendent pas L'Irak. compte à quel point c'est vital pour maintenir notre niveau de Ah bah tiens, en civilisation actuelle. termes de fait d'actualité, plutôt d'actualité. Oui. La guerre d'Irak. C'est une... Chirac qui dit non. Oui, mais c'est probablement une des meilleures choses qu'il ait fait. Oui, on est d'accord. Oui, je suis tout à fait Même d'accord. si c'est d'ailleurs à partir de là que le French bashing a commencé dans le monde Ouais, entier. et qui continue d'ailleurs. Je suis assez satisfait. Pour le coup, c'est vraiment à mettre à son crédit. Oui, je suis assez d'accord. Parce que le coup de... Oui, on a eu un attentat fait par des Saoudiens Oui, alors ça c'est quand même... chez nous, donc on va attaquer un mec en Irak. Bah, aucun si tu rapport, veux, mais auprès de la population, si tu veux, ça a joué. Quoi. Si tu veux ce que j'appellerais un point de vue éclairé sur ce genre de situation, il faut écouter Pierre Conessa justement sur Thinkerview. Alors il a fait d'autres interviews à d'autres endroits, hein, mais il est passé 3 ou 4 fois à Thinkerview, je crois. Et il en parle à plusieurs reprises. En fait, le fait que l'Amérique ait attaqué l'Irak, Mhm. et non pas l'Arabie Saoudite, c'est un des effets du lobby saoudien. Parce qu'en fait, les Saoudiens Mhm. sont bien au courant que c'est compliqué de vendre Oui. leur modèle de société, on va dire. Donc ils ont blanchi leur image grâce à une grosse com en fait qu'ils payent très cher avec beaucoup de... D'ailleurs, Publicis a été impliqué ou est impliqué, je sais plus, Mhm. dans leur communication. Et l'un des résultats majeurs de cette campagne de communication, c'est la guerre en Irak. Parce qu'en effet, dans les attentats du World Trade Center, sur 17 personnes, je crois qu'il y a 14 Saoudiens dans les terroristes qui ont été identifiés. Enfin, la plupart d'entre eux, Ce oui. qui fait quand même une proportion non négligeable. Et en effet, c'est quelques jours plus tard, on dit on va aller attaquer l'Irak, l'Iran et Oui, c'est ça. le Pakistan, quoi, je crois, un truc comme ça. Des Saoudiens ont attaqué des Arabes vraiment sunnis saoudiens ont attaqué le Ouais. World Trade Center, puis on a laissé penser aux gens avec une espèce de battage médiatique qu'en fait on allait chercher Ben Laden en Irak. Quoi. Ouais, c'est ça, et qu'en fait c'était lui qui était à la base de tout ça. Enfin, on a réussi à faire, mais c'est pareil, Christine Powell, qui était donc secrétaire d'État à l'armée, je crois, à Oui, l'époque. et sa fameuse fiole. Avec la allumée. fameuse fiole qu'il Ouais. était en train d'agiter, où il était censé avoir le bacille. Oui, on l'a évidemment laissé rentrer avec de l'anthrax. Voilà, de l'anthrax dans Oui, l'ONU. Dans l'ONU, oui. Je dis vas-y, lâche l'ampoule, qu'on tue tout le monde, on C'est, rigolera. quand tu sais les mesures Voilà. les précautions qu'on applique à ce genre de Voilà. produit, c'est ridicule, c'était du talc. C'est ça, voilà. Ou c'était sa cocaïne, je sais pas. On mais sait c'est- pas, mais Mais- c'est une hypothèse qu'on ne pourra jamais vérifier encore une fois. Mais en attendant, moi à l'époque, la guerre d'Irak c'était 2009, je crois.
Ça doit être dans ces années-là, ouais. 2008-2009. Bac, ouais. C'était Chirac, donc ça peut pas être beaucoup Ouais. plus tard. C'était, ouais, peut-être même. Et avant. comment? Bon, à l'époque, j'étais gamin, hein. Enfin, j'étais ado, je m'intéressais pas du tout à l'actualité. Tout ce qui m'intéressait, c'était. Moi, c'était passer mon bac. Ouais, ça devait être ça devait être finir mes études, enfin, avancer mes études. C'est-à-dire que quand t'es au lycée, en plus, moi, ces années-là, je devais être peut-être dans l'Aveyron. voilà, ça J'étais au lycée, j'avais vraiment Ouais, d'autres moi, préoccupations. C'était à des j'étais dans un années-lumière. lycée au fin fond de la Lorraine. C'est pareil, tu vois, c'est un truc qui te touche pas tellement. Mais maintenant que je regarde ça avec les yeux de quelqu'un qui a passé une thèse, donc bac plus 8, et qui a commencé un peu à se renseigner, à se politiser tout doucement, mais même ne serait-ce qu'à s'éduquer un minimum quoi, sur ce genre de sujet, parce que en fin de compte, on n'est pas du tout éduqué à ça à l'école. D'ailleurs, ce serait un projet intéressant à mener un jour, ce serait une école parallèle pour amener aux gens et à la population tout ce dont on aurait besoin en plus pour s'attaquer au monde. Parce que le modèle d'école qu'on a maintenant. Ça s'appelle les écoles privées hors contrat. Oui, ça peut. Il y en a certains qui font leur marché là-dessus, on est Ce qu'on fait d'accord. de plus en plus. Hein. Ouais, bah oui. Une école minable pour le commun des mortels. Oui, mais si tu veux, en fait, le problème, c'est que l'école et l'école pour nationale les autres. qu'on a actuellement en France a été bâtie sur sur un modèle qui est né dans les 30 Glorieuses, en fait, en fin de compte. Et donc, du coup, à l'époque, le monde était quand même vachement moins compliqué, vachement complexe. On n'avait pas les technologies qu'on a maintenant, de réseaux sociaux, de transport, etc. Même simplement, l'enseignement des notions de base n'était pas le même. Et voilà, donc ce qu'on voyait comme les notions de base à l'époque, et on s'est dit il faut qu'on le donne à tout le monde, c'était un projet qui était valable à ce moment-là, mais on l'a jamais. Déjà, il a été sabordé par des intérêts politiques. Hein, maintenant, si on tire l'enseignement vers le bas, c'est aussi pour intérêt politique. Pas nécessairement pour abrutir la population. Ça, si tu veux, c'est plus une conséquence de ça que l'objectif pour moi. Mais on n'a jamais réévalué le projet de fournir les bases à la majorité de la population au fur et à mesure que le monde changeait en fait. Il n'y a qu'à voir le fait qu'on n'ait pas de cours d'écologie. L'écologie, on est au courant de ce qui est vraiment important dans l'écologie depuis les années 90. C'est parce que pour le comprendre, ça demande quand même un minimum de notions. Donc c'est pas des choses que tu peux mettre au primaire. Non, c'est pas en primaire, mais je veux dire, les cours d'écologie, tu pourrais très bien les mettre dans tous les corpus communs, enfin dans tous les troncs communs mais le problème, c'est que licences. comme c'est un milieu qui est vraiment très politisé, ce serait plus des cours de progressisme que des cours d'écologie réellement. C'est-à-dire que voilà, tu as les cours d'écologie purement scientifiques que tu pourrais manger, et après tu as en effet les conclusions politiques qu'il faut en tirer. Mais c'est vrai que... Mais tu vois, ça c'est par exemple, c'était pas un problème à une époque. Je veux dire, on pouvait faire de l'éducation, je veux dire, les profs à une époque étaient tous syndiqués, étaient tous partis communistes, enfin tous non, mais il y en avait une grande partie qui n'était pas communiste. Je peux pas voir ce profil de prof rester apolitique pendant ses cours, ça n'existe pas. Enfin, même moi, je veux dire, j'ai pas eu de prof communiste et j'avais aucun de mes profs d'histoire géo qui était apolitique. C'est pas vrai. Ils avaient tous des petits moments où ils nous lâchaient des petites notions, etc. Plus ou moins de façon subtile, plus ou moins de façon objective, on va dire, pour certains. Mais donc, du coup, à une époque, on avait le courage de parler de politique à l'école. Plus maintenant. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des profs qui étaient justement relativement assez neutres et qui étaient assez intéressants à ce niveau-là. Oui, voilà, bah oui, c'est-à-dire que tu peux tout à fait être neutre et enseigner des trucs tout en étant toi-même politique, mais en faisant la part de ça. C'est un peu la même dichotomie qu'il faut avoir quand tu es politicien. Il faut faire une part entre ta morale privée et ta morale publique. Oui. C'est ce que faisait très bien De Gaulle, d'ailleurs. C'est aussi un peu pour ça, je pense qu'on en a parlé au tout début. C'est parce que De Gaulle avait on va dire, il s'était imposé à lui-même un carcan de valeurs pour rendre compatible son rôle de politicien avec ce qu'il était. C'est lui aussi, et il était pas carriériste, il est quand même à la base du système, enfin du régime politique qu'on a aujourd'hui. Ouais. Donc il l'a conçu comme une monarchie déguisée. Oui. Et donc pour lui, en tout cas c'est une interprétation qu'on peut en avoir, mais c'est quand même plus ou moins. Non, mais c'est vrai que la 5e est un costume taillé pour un président fort. Il avait même hésité à l'époque à remettre en place vraiment la monarchie. Oui, c'est vrai. Finalement, il a trouvé que le comte de Paris était trop con, donc il a préféré. En même temps, bon, voilà. Je sais pas qui était le comte de Paris, mais c'était son avis. Un des deux héritiers du trône de France. Ouais, du trône de France. Mais c'est sûr que De Gaulle avait était dirigiste, quoi. Mais donc l'image qu'il a voulu donner au chef de l'État, c'était une image un petit peu monarchique. Et donc on peut comprendre qu'il est vraiment. Par exemple, tu vois, ça. C'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'à l'époque, la monarchie, ce genre de raisonnement monarchique pouvait marcher parce que les gens avaient moins de temps pour penser, ils devaient bosser, il n'y avait pas de possibilité. C'est pour ça aussi qu'on a créé la démocratie représentative. C'est parce que tous les paysans ne pouvaient pas se taper 3 jours aller-retour à Paris pour aller voter. Donc il fallait des représentants. Et parce qu'il fallait, c'est un boulot à plein temps. Donc voilà, c'est un boulot à plein temps en plus. Donner vraiment un avis sur un texte de loi ou autre chose. Bien sûr, oui, ça demande des compétences particulières. Ça demande de l'investissement et tout le monde n'a pas envie de passer 2 heures par jour à étudier ça en rentrant du boulot. Exactement. Mais du coup, tu vois, par exemple,
le système de démocratie représentative, on l'a jamais remis en cause, pareil. Alors que maintenant, on a tous un smartphone dans les mains, ou presque. On pourrait tous faire de la démocratie directe. On pourrait te dire que c'est aussi qu'il y aurait un moyen assez facile, que ce serait un moyen déguisé de truquer les votes et de Alors faire ça, croire si aux tu gens. veux, moi ça me fait beaucoup rigoler parce que j'ai pas mal discuté avec mon cousin qui est l'un des meilleurs ingénieurs de France d'après Ouais. ce que je sais. Tellement bon que je sais pas sur quoi il bosse depuis qu'il est sorti du diplôme. En fait, j'ai jamais su sur quoi il bossait parce qu'il est toujours tenu au secret. Mais lui, il me raconte que faire un système, une application ou quelque chose comme ça qui soit suffisamment... parce que c'est pas quelque chose de compliqué en fin de compte, ce qu'on demande pour une application pour voter. Non, mais tout dépend qui le fait. Voilà. Et en fait, c'est ce qu'il dit. En fait, c'est que faire une application suffisamment robuste, c'est pas un problème. Tant que tu mets des gens compétents sur le sujet. Et que tu laisses l'accès au code en public. Voilà. Et que tu mets en sorte d'avoir des verrous. Il y a des gens qui vont immédiatement contrôler Voilà, et balayer le code, voir il faut si quelque chose. il faut mettre en place des verrous technologiques pour qu'on soit sûr de la probité de ce machin et que ça puisse tourner. Donc lui, si tu veux, lui, il n'est pas spécialement pour ou contre. Il dit juste que technologiquement, bon, c'est en rien, c'est problématique. Et s'assurer de l'anonymat surtout. Voilà. Parce que sinon, des entreprises comme Exactement. Facebook, Apple Mais ça, ou le autres truc, c'est vont que- récupérer les données Voilà. et les revendre. Et après, Oui, sur mais la- ça se fait si Voilà. tu veux. En fait, le problème qu'on a aussi avec les GAFAM, etc., c'est que c'est eux qui nous fournissent tout le hardware et tout le software qu'on utilise en fait au jour le jour. J'ai jamais vu un ordinateur ou un téléphone Oui. avec des composants fabriqués en France. Ça n'existe On plus. n'a pas cette industrie-là. On n'a plus cette industrie, ou on l'a jamais eu, je sais pas. Pour Enfin, les ordinateurs, on l'a jamais vraiment. je sais que le CMOS a été développé beaucoup en Europe, mais on n'a jamais réussi à en faire une industrie CMOS en France, je pense. Bon, en tout cas, il y en a eu peut-être des petites prémices à un Je sais pas, moment, en mais... français, il y avait peut-être Arcos, mais je sais pas si les composants ont été fabriqués en France. Ouais, voilà. Mais donc du coup, c'est un peu le problème, c'est qu'en fait, on délègue en fait notre souveraineté à ce niveau-là, parce que si on était capable de partir du silicium qu'on extrait quelque part sur Terre pour arriver avec une chaîne contrôlée depuis le début jusqu'à la fin à fournir des PC où il n'y a pas un software dégueu Mais fait par... on a tenu, ça c'est une volonté politique, par contre, à désindustrialiser la France. Exactement, ouais, mais c'était une façon de faire. Donc c'était voulu. On a voulu, Oui, oui, on c'est- s'est dit, on n'aura que des gens en télétravail. Exactement, voilà. Voilà, Et puis on nous a dit que si on avait une société pleine de services, ce serait dématérialisé, donc il y aurait moins de pollution, etc. Ce qui n'est pas vrai. Hein. Oui, c'est complètement faux. Je veux dire, C'est même complètement faux. oui, c'est exactement l'inverse, parce qu'en fait, plus il y a de services, plus il faut de flux physiques à organiser pour que ces services aient un intérêt. Donc par définition, une société pleine de services est une société qui est pleine de matériel.